je rappelle que notre invité, c'est monsieur Jean-André Aipo. Jean-André Aipo, il faut dire que vous êtes le benjamin d'une famille de 30 enfants. Oui. Voilà, et vos parents rêvaient de vous voir devenir médecin. Tout à fait. Mais votre passion se trouvait ailleurs. Tout à fait. C'est bien cela, on vous écoute, Oui. on écoute votre belle histoire. Oui, en effet, je suis le dernier d'une famille de 30 personnes, frères et sœurs, avec beaucoup de réussite, de succès parmi les dévanciers. Des diplomates. Des diplomates, des hauts fonctionnaires, des enseignants à l'université, des syndicalistes. Mais il n'y avait pas de médecin. Voilà. Donc, ils ont fait tout ça, mais ils n'avaient pas de médecin. Donc, du coup, leur seule chance d'avoir un médecin dans la famille, c'était moi, puisque je suis le dernier. Donc, ils ont monitoré un peu mon évolution au collège, au lycée, jusqu'au bac. Et là, tout le monde commence à me parler de médecine, d'Abobo Adjamé, de quand je serai médecin, de comment je vais avoir les premiers clients qui seront les membres de la famille. À un moment donné... La vie était toute tracée, voilà, quoi. voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'appelle pour me féliciter, il me parle de médecine. Même ceux qui sont en Europe, quand ils appellent, c'est bien. Là, maintenant, tu seras le médecin de la famille. Donc, à un moment, ça commence à me peser. Et ça crée donc des tensions. Et je commence à leur dire que non, moi, je n'ai pas prévu d'être médecin. Ils n'avaient pas demandé mon avis avant de choisir médecine. Moi, j'ai prévu de faire autre chose. Donc, ils me disent oui, non, bon, si tu vas à l'école de médecine, si tu vas à Bobo Adjamé, on va te donner même de l'argent tous les mois, tu n'auras rien à faire. Et puis après ta thèse ici, on va te trouver une bourse ou bien te donner de l'argent, tu vas aller en Europe pour faire une grande spécialité et après tu reviendras, on va te construire une clinique. J'ai dit, tout ça c'est bien, mais faites-le pour vos enfants. Puisque vous avez des enfants. J'imagine la colère de vos aînés. Oui, celui à qui j'ai dit ça, il n'a pas très bien pris. Il a dit, ah bon. En plus, c'est lui qui s'occupait de moi. Il a dit, ah bon, donc, puisque c'est ça, je vais m'occuper de mes enfants. Si tu ne fais pas médecine, tu vas te débrouiller. Voilà. Et à partir de cet instant, qu'est-ce que vous faites? D'abord, je m'inscris. Il essaie d'abord de me faire inscrire à Yamoussoukro. Là aussi, je refuse. Parce qu'il dit qu'il connaît le DG de... En ce moment, ça s'appelait... C'était pas encore Polytechnique. Voilà. Des écoles avaient leur nom distinct. Donc, il essaie de me faire inscrire à l'ESCA, je refuse. Et là, il devient complètement fou de rage. Il dit, c'est fini. Entre lui et moi, il n'y a plus de... Tant que je ne fais pas médecine ou ce qu'il veut, il ne s'occupe plus de moi. Donc là, moi, je cherche à aller en Europe. Mais en attendant d'avoir mon billet, je vais en faculté de sciences éco ici à Abidjan. Et je fais mes démarches sans leur dire. Sauf qu'il y avait deux qui étaient déjà qui étaient ambassadeurs. Donc quand je vais à l'ambassade de France pour demander le visa, on me demande de bien épeler mon nom. Donc j'épelle bien mon nom et puis on me dit, on me rappelle. Au lieu de me rappeler, l'ambassadeur de France appelle mon autre frère qui est ambassadeur pour lui demander s'il me connaît bien. Et puis mon frère dit oui. Et puis il dit, bon, il faut lui dire de venir chercher son visa. Et c'est mon frère. Mon frère qui dit, bah, tu voulais partir sans qu'on sache, ben voilà, sans nous, tu ne peux pas bouger. Donc, mais bon, là encore, je suis obligé de négocier pour qu'il accepte le fait que je doive partir. Sauf que la condition, c'est que si je pars à l'aventure et je me débrouille là-bas. Voilà, faut pas que Mais là, vos parents veulent coûte que vous fassiez médecine et vous refusez, vous êtes catégorique, vous restez sur votre position. Vous sembliez quand même savoir ce que vous vouliez. Ah oui, oui. C'était quoi votre rêve à la base? À la base, je voulais être expert comptable. Voilà, je voulais être expert comptable, je voulais faire des études d'expertise comptable. Et un jour, je rentre chez un de mes frères aînés. Je rentre dans son bureau, chez lui à la maison, il avait un bureau, une bibliothèque bien. Et puis, il a reçu Capital. Ça vient d'arriver. Je vois dessus, je vois Bill Gates. Donc, j'attends qu'il finisse de lire le magazine. Et quand il finit de lire,
Ben, moi, je prends le magazine, je lis et je lis. Il y avait un dossier fourni comme ça sur Bill Gates. On parlait des logiciels, de la création de Windows, de Microsoft et tout. Donc, du coup, en ce moment-là, je me dis, ah, mais donc, c'est ce que je vais faire. Ça vous fait tourner la tête. Et ça gagne plus qu'expert comptable, donc c'est ce que je vais faire. Il y avait déjà un expert comptable dans la famille? Il y avait des comptables, oui. Ouais. Il y a des gens qui ont fait l'ESCA dans la famille. Oui. Mais il faut changer tout excès de nuit. Donc, et je veux dire, qu'est-ce qui vous séduisait le plus dans la personne de Bill Gates? Est-ce que c'était la façon dont il avait fait fortune ou c'était ses capacités intellectuelles ou, j'allais dire, sa créativité? D'abord, c'est son intelligence qui m'attire, en fait. C'est sa capacité à résoudre des problèmes. Parce que quand je lis l'histoire, il passe des nuits, il passe des nuits à écrire ses programmes sur ses feuilles. Il ne dort pas, il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Et moi, c'est ce qui m'a attiré. Après, derrière, ce qu'il a créé l'a rendu riche. Mais à la base, il a fait ce qu'il voulait. Donc, du coup, moi, je me sentais plus dans cet état d'esprit-là qu'autre chose. C'est surtout pour cela que je refusais. Quand on vient me dire qu'il faut faire médecine, comme ce n'est pas moi qui ai choisi, ce n'est pas ce que je veux faire, donc automatiquement, je refuse. Donc, c'était, dans un premier temps, faire de l'informatique, être sur des projets. En ce moment, bon, je ne savais pas que ça s'appellerait des projets complexes. Mais pour moi, être un grand programmeur, faire des codes, des choses extraordinaires et puis, bon, avoir de l'argent, par-dessus tout, pour montrer aussi à mes frères aînés que ce n'est pas la médecine seulement qui allait me permettre de m'en sortir. Donc, c'est ce que je fais. Et une fois arrivé en France? Ben, arrivé en France, je fais un double cursus. Finance et mathématiques informatique. Voilà, donc j'avance comme ça à chaque fois. Sauf que je fais un double cursus, donc mes journées sont très pleines. J'ai pas d'argent, parce que je peux compter sur personne, puisque j'ai dit que j'allais m'en sortir en dehors de la médecine. Donc tout le monde vous regarde? Voilà, tout le monde me regarde. Oui. Ils attendent surtout que je revienne en arrière pour dire vous avez gagné. Demandez pardon. Voilà. Il se trouve que comme je suis pratiquant des arts martiaux, je participe à des compétitions, championnats universitaires de France de karaté, de taekwondo. Et là, je tombe sur des gens qui ont des agences de sécurité. Donc du coup, ils m'embauchent comme agent de sécurité, comme vigile. Donc c'était juste pour vous un tremplin en fait? Ah non, j'en avais besoin. Puisque je n'avais pas d'argent, donc j'avais besoin de financer mes études, de financer ma vie, de financer... Donc, je suis vigile, c'est un métier que je fais bien, je le fais très bien même en plus. Quand vous dites que vous le faisiez bien, oui, parce que... c'était de tout votre cœur, vous n'en aviez pas honte? Non, le truc c'est que moi je ne sais pas faire les choses... À moitié. Voilà. Donc, malgré vos diplômes, là, c'est un bel enseignement que vous êtes une très belle leçon que vous êtes en train de nous donner. Malgré vos diplômes, malgré vos ambitions et vos aspirations, vous décidez d'être vigile et de mettre tout à disposition pour que le travail soit bien fait. En réalité, je ne fais pas exprès, au fait. Je le fais bien naturellement. Donc, donc je suis très bon dans le métier. Et puis bon. Du coup, ça me permet, je commence par surveiller une agence bancaire. Donc, je suis dehors dans le froid. Et puis, comme je suis quand même bien tentée de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous différenciait donc à cette époque-là des autres vigiles? Oui, non, mais j'étais multi-pratiquant de plusieurs arts martiaux. D'accord. Donc, je paniquais pas, au fait. Quand il y avait des situations un peu compliquées, je paniquais pas. J'avais toujours le sang-froid parce que je savais que si ça escaladait, j'avais la possibilité d'escalader aussi, au fait. Donc, du coup... Voilà, donc du coup, ça fait que chaque fois que j'étais devant les agences bancaires, donc, quand des clients nerveux arrivaient, que des collègues n'arrivaient pas à s'en sortir, je maîtrisais toujours la situation. Donc, ils ont augmenté mon périmètre de responsabilité. Et puis, ils m'ont envoyé à la direction générale même d'une très grande banque française, où j'étais chargé de sécuriser. Parce que là-bas, le PDG, c'est là que j'ai appris qu'il travaillait, au fait. Parce que même les dimanches, il venait au travail. Donc, j'étais chargé de sécuriser sa sortie. Son bureau était au 37e étage. Ses véhicules étaient au -2. Donc, j'étais chargé de le sécuriser
pendant tout ce trajet-là, parce qu'il finissait en plus, même samedi, il finissait à 3h, 4h du matin. Hein. Il rentrait, il revenait dimanche à 9h, 10h, comme ça. Et c'est comme ça qu'un jour, vous allez échanger? Voilà, un jour, à 3h du matin, je suis au sous-sol, au -2, et puis on me demande d'aller sécuriser donc, l'ascenseur spécial. Donc, c'est l'ascenseur du président directeur général. Et donc, quand il descend, il ne trouve pas les mêmes personnes qui sont là d'habitude. Et il était très stressé ce jour-là. Donc, je le salue poliment. Et puis, je lui demande si tout va bien. Il me dit oui. Et puis, il me demande, moi, si tout va bien. Je dis oui. Et puis, il me dit, je ne suis pas stressé de le voir. Je dis non, je sais ce qu'il fait. Il me dit, ah bon, comment? Donc, on commence à discuter. Et il se rend compte que je connais son métier, au fait. Et là, il me demande, vous faites quoi? Je dis, je suis étudiant, mais je fais ça pour financer mes études. Du coup, son véhicule était plus bas. Il dit à son chauffeur de monter le véhicule. Et là, lui, ça lui permet de cheminer avec moi dans le sous-sol. Pour en savoir un peu plus. Voilà, pour en savoir un peu plus. Donc, ça lui permet aussi, c'était quelqu'un de très brillant, hein, donc ça lui permet de photographier mon visage. Et au bout de 15 minutes, il était vraiment fatigué. Il me dit, bah, écoutez, j'espère que vous n'allez pas lâcher l'affaire et que vous allez finir vos études et que peut-être un jour, qui sait, on se verra. J'ai dit OK. Et puis on se dit au revoir, il part. Quelques années plus tard, je suis dans la banque. Exactement 5 ans. Ouais. À la direction de la stratégie. Je dirige des équipes. Comment vous arrivez là-bas? En école d'ingénieur. Un des directeurs de la banque était mon enseignant là-bas, à l'école d'ingénieur. Et lui, quand il vient nous enseigner, il ne donne pas les projets école, au fait. Les projets sur lesquels il travaille en l'entreprise, c'est ce qu'il nous donne comme projet école. Et du coup, je voyais que j'étais son meilleur étudiant. J'arrivais à résoudre un certain nombre de difficultés. Donc, un jour, il m'appelle de côté. Il me dit, mais est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est sur ça qu'on paye des gens, beaucoup de gens chez nous là-bas, ils n'arrivent pas à le faire. Et quand je leur dis que vous pouvez le faire, ils ne me croient pas. Donc, je vais vous faire venir à l'entreprise pour une semaine. On a un projet sur lequel on est en train de... C'est un projet de migration. Donc, on est en train de travailler depuis plusieurs semaines, on ne s'en sort pas. Donc, je vais dire à mes ingénieurs que je vais envoyer mon étudiant. Donc, je leur dis, j'envoie mon étudiant, mais ils ne savent pas qui vient. Alors, il faut dire que ce service-là, le plus jeune des gars dans ce service, il avait 40 ans. Et vous n'aviez pas 40 ans? Ils étaient tous blancs. Voilà, et très bien diplômés. La chance, c'est que le langage sur lequel ils étaient en train de travailler, c'est le langage Java, et le Java est sorti bien après qu'il soit sorti de l'école, donc ils ne connaissaient pas. Moi, je n'avais pas 40 ans, non, j'étais 24 ans peut-être, un truc comme ça. Et... Les âmes bien nées. Oui, donc, il me fait venir, il me donne une semaine pour les aider à avancer sur le projet. Si au bout de la semaine, ça n'a pas marché, bon, ben, ils ont parié, au fait, donc il aura perdu son pari. Et ils lui disent, on va voir ce qu'il va faire, ton type. Là. Mais ils étaient quand même un peu sceptiques et dubitatifs. Non, c'est des bons. C'est des premiers de classe, au fait. Donc, par définition, personne n'est plus fort qu'eux. Dans cette banque-là, surtout. Donc, quand ils lui disent... Lui-même, le chef, c'est un très bon aussi. Donc, quand il leur dit que j'ai un étudiant qui est plus fort que vous, ils ne croient pas parce qu'ils sont nombreux. Et puis, donc, ils sont plus que circonspects. Ils sont étonnés. Ils essaient de voir... qui va venir les aider à avancer tel que le chef. Parce que ce chef-là, ils étaient avec lui parce qu'il était bon aussi. Tel que le chef leur en parle, ils sont étonnés, ils veulent voir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était un noir qui venait. Non seulement il était très jeune, et il était noir. Oui, c'était un noir qui venait. Et puis, qui n'avait même pas 40 ans, en fait. Donc, je devais venir un lundi. Mais on avait des choses à faire à l'école, donc je n'ai pas pu venir le lundi. Et donc, je viens le mardi. Donc, eux, ils avaient déjà commencé à lui dire, ça commence bien. C'est pas sérieux. Non, il a eu peur même, il n'a pas pu venir. Nous, Donc, quand je viens le mardi et que je demande où se trouve le service, il y a un qui me reçoit. Mais il pense que je dois être le gars que la compagnie qui maintient les serveurs envoyés pour nettoyer un peu le bureau et puis repartir. Donc, il ne m'envoie pas chez le chef. Il m'envoie dans la salle serveur au sous-sol. Je dis non, c'est ici au 18e que je dois être, c'est pas au sous-sol. Il dit, vous voulez voir qui? Donc, je lui dis le nom du chef. Et là, il tique un peu. Mais il ne m'envoie pas chez le chef. Il me fait passer quand même dans l'équipe. Donc, je fais le chemin, là, le chemin de croix. Donc, je vois tout le monde, je les vois assis, ils sont là, ils me regardent tous.
Mais il leur a déjà dit que c'est celui-là qui est censé nous aider, quoi. Donc ils sont tous ça. Donc ils me font asseoir dans un coin, ils vont voir le chef. Mais c'est un noir. Alors, la suite, c'est dans quelques petits instants. Je continue de garder le suspense. Voilà. La question du jour, la question qui vous permettra, très chers téléspectateurs, de gagner la somme de 100 000 francs est la suivante. Quel chantre a clôturé l'émission C'est Midi d'hier? Alors, réponse A, Guy Roger. Réponse B, Boniface. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs cette semaine. Eh bien, je vous livre un secret. Si vous n'avez pas la bonne réponse, allez tout simplement sur la page Facebook de C'est Midi. Il y a tout là-bas. Merci beaucoup. Alors, monsieur Aipo, on revient donc à vous. Alors, vous êtes dans l'entreprise. On essaie quand même tous les détours pour ne pas, je ne sais pas ce qu'on cache exactement. Je ne sais pas si ce n'est pas, si c'est pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Mais est-ce que vous arrivez quand même à la direction générale? Oui, non, mais après, parce ils me font asseoir pour aller s'assurer auprès du chef que c'est le gars, là-bas on dit black. C'est le jeune black là, mais c'est un stagiaire, c'est pas celui qui va venir ici pour, voilà. Bon, pour décanter la situation. Voilà, et puis il leur dit, laissez-le travailler jusqu'à vendredi. Et puis si j'ai perdu, j'ai perdu, quoi. Moi, je leur dis, bon, ok, je les écoute, mais il y a de la rétention d'informations au début. J'arrive quand même à reconstituer l'architecture. La rétention d'informations de quel côté? Du côté de l'équipe, puisque c'était un pari avec leur chef. Donc, mais j'arrive quand même à reconstituer avec les bribes d'informations que j'ai. Et puis le problème, c'est que, comme je vous ai dit, moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc, quand je commence une tâche, même s'il est 18 h, si j'ai l'impression que je vais la terminer, si je n'ai pas terminé, je ne vais pas rentrer à la maison, en fait. Je vais rester là. Jusqu'à 5 h du matin, je vais rester là. Si je ne l'ai pas terminé, Donc, du coup, avec les informations que j'ai, j'arrive à reconstituer déjà la trame du projet sur lequel ils travaillent. Après, ils finissent le mercredi, ils finissent par me donner d'autres informations et puis on met en place l'équipe pour travailler. Je leur dis que normalement, on doit finir vendredi, mais comme j'ai perdu une journée, peut-être qu'on finira samedi. Ils disent qu'ils ne travaillent pas samedi. Voilà. Ils ne sont pas payés pour travailler samedi. Je dis OK. Donc on travaille mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, on ne finit pas. Mais ils se rendent compte qu'on va finir, en fait, si je reste 2 jours de plus. Donc je leur dis, bon, OK, je ne sais pas ce que le chef vous a dit, mais apparemment, j'ai perdu le pari. On n'a pas fini vendredi. Donc, je pense que vous allez finir tout seul. Et ils disent tous, on peut venir samedi pour terminer. Finalement. Oui. Ils acceptent de travailler le samedi. À votre avis, qu'est-ce qui les a convaincus? Ou qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis? Ce sont des gens brillants, ils sont très brillants. Donc là-bas, la crédibilité, on l'a par l'expertise technique. Il faut faire ses preuves. Voilà, il faut faire ses preuves, au fait. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves. Donc pour eux, on ne les intègre pas comme ça si on n'a pas fait ses preuves. Et quand ils se sont rendus compte, en même temps, comme ils sont brillants, ils se sont rendus compte que le projet avançait. Puis quand je suis arrivé, on sait où c'était. Ils se sont rendus compte, ils se sont dit, mais si je ne viens pas le samedi et le dimanche, et que je retourne, ils ne vont peut-être pas finir le projet. Donc ils ont dit qu'ils viendraient le samedi. Et le samedi, ils sont venus, on a travaillé. En réalité, on a travaillé samedi, le chef a livré les pizzas, on a travaillé jusqu'à dimanche nuit, jusqu'à 3 h du matin. Et puis on a fini le projet. C'est comme ça que je suis rentré dans la banque en réalité. Mais avec tous ces détours-là, avec un peu de recul, je vais dire, mais pourquoi ils vous ont fait tourner en rond comme ça? Vous vous êtes dit quoi? Vous étiez habillé comment? Vous étiez tous dans votre tenue de vigile? Ou bien vous avez comment? Parce que je vais dire que même il y a des blacks là-bas quand même qui occupent des hauts postes de responsabilité. Mais pourquoi cet acharnement-là sur vous fait tourner en rond, tout ça? Pourquoi? Justement... Vous étiez habillé comment? Ils vous ont vu en comment? C'est une très bonne question, hein, parce que j'ai une amie qui m'a fait la remarque après. En ce moment-là, oui, c'est vrai, je n'étais pas dans le milieu, donc je m'habillais un peu comme un vigile. Voilà, je n'avais pas les codes du secteur. Donc même tout ce que je portais, c'était gros, c'était pas...
C'était pas à travailler, je m'en foutais un peu, quoi. Donc, si je comprends bien, c'est le déclic par lequel vous créez vos entreprises. Oui. Après, quand je finis la mission, bon, le directeur, lui, c'était mon professeur. Donc, il s'est servi de ça comme si c'était un projet école. Et après, il me dit... vous n'avez pas été rémunéré? Non, j'étais content. J'étais même content de le faire, parce que ça m'a aidé plus tard. Parce que chaque fois que je voulais une mission, que je voulais envoyer mes gens à une mission, il me faisait une lettre. Et il est très connu dans le milieu, en fait. C'est une star. Il est très connu. Donc, quand il dit que oui, il approuve ce que moi j'ai dit dans ma proposition, là, ça m'ouvre des portes. Donc, quand j'étais content de travailler pour lui. Parce que je reconnaissais son leadership technique. D'accord. Je l'ai accepté, je n'ai pas cherché rémunération. J'avais en ce moment-là ma petite rémunération de vigile et de barman. Voilà. Mais après... Malgré cet épisode-là, vous continuez quand même à être barman et vigile? Oui, d'accord. La nuit, oui. Sauf que la semaine qui suit, il vient me voir et il me dit de toute façon, tu as presque fini. Tu as presque fini tes études, il faut que tu viennes travailler. Je lui dis, mais je n'ai pas fini. Il dit, mais tu fais ce que des gens qui ont fini même depuis longtemps n'arrivent même pas à faire. Et donc, c'est parti comme ça, à partir de cet instant, vous ne vous êtes plus arrêté? Donc, il va à l'école déjà, puisqu'il enseigne là-bas. Il va à l'école, pourquoi on me donne une dérogation? Pour aller travailler, et là, comme ça, je peux venir finir mes diplômes plus tard. Et c'est comme ça que je crée la société et il me donne mes premiers marchés. D'accord. Voilà. Donc il me dit de former des consultants pour les envoyer. Et donc il est mon premier client en fait. D'accord. Voilà. Et le projet de smartphone, comment est-ce qu'il arrive? Ben, justement, quand j'arrive dans cette équipe, c'est l'équipe d'experts. Hein. Donc ils sont vraiment sur les projets avant-gardistes de la banque. D'accord. Et en 2007, ils veulent migrer des applications sensibles sur le mobile. Sauf que les systèmes d'exploitation d'alors n'étaient pas très sécurisés. D'accord. Donc on se rend compte en interne que n'importe qui peut prendre en main le téléphone de n'importe qui en connaissant son numéro et puis un certain nombre de tâches techniques pour pouvoir récupérer toute l'information sensible qui se trouve là et faire tout ce qu'on voulait. Donc, du coup, je suis en charge de remasteriser un système d'exploitation qui soit capable de verrouiller les ports de communication pour que la banque puisse migrer ses applications sur le mobile banking. Et on a travaillé sur ce projet-là et j'ai fini le système la remasterisation du système d'exploitation. Je suis allé présenter devant le comité de direction, donc le PDG de la banque que j'avais accompagné quelques années plus tard dans le sous-sol. Il était là, puisque c'est un gros projet de la banque. C'est son numéro 2 qui était le sponsor. Donc il était là, et pendant toute la réunion, il me regarde. Je parle. Il regarde que mon visage, il est sur mon visage, il ne bouge pas. Et à la fin, il dit, bon, on va valider, puisque bon, ça vient de l'équipe d'experts techniques. Et il me dit, vous ne bougez pas, attendez-moi là. Et puis il se rapproche de moi, il dit aux autres d'attendre, et puis d'attendre, parce que c'est le grand patron. Il dit, on se connaît? Je dis, oui. Il dit, on se connaît où? Et puis je lui explique. Et il me dit, ah ben dis donc, ça vous a pris autant d'années pour faire du -2 jusqu'au 37e. C'est ça. Très intéressant. Très intéressant, c'est vraiment édifiant. Du sous-sol, vous êtes retrouvé donc au sommet de l'entreprise. C'est ce qu'il a dit et il expliquait aux autres. Et les autres disent, mais ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec lui ici, c'est vous qui ne l'avez pas encore vu. Il dit, ah non, mais moi je le connais. Je le connais avant vous d'ailleurs. Je l'ai connu dans les sous-sols là-bas. Vous le connaissiez quand il était dans les sous-sols? En tout cas, bravo. On est vraiment fiers de vous. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir parce que vous avez développé des projets très intéressants. Et voilà, le temps qui nous avait été échu est terminé. Il faut dire que pour ceux qui nous prennent maintenant en marche, Aipo a une forte compétence dans les domaines de l'ingénierie des systèmes d'information, recherche opérationnelle, finance, direction générale d'entreprise, stratégie, services financiers, politique de développement, humain et de lutte contre la pauvreté, expert reconnu dans la lutte contre la pauvreté par la création massive d'emplois. Je préfère quand même m'arrêter là, voilà.
Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup et merci surtout d'avoir accepté de venir témoigner sur le plateau d'Aussi Midi. C'est un témoignage très inspirant, je veux dire, et qui va forcément servir à ces jeunes qui nous regardent, à tout le monde, à ces jeunes Africains. Et c'est vrai que vous aviez vos diplômes en poche, vous étiez bardé de diplômes, mais cela ne vous a pas empêché quand même de descendre au sous-sol pour pouvoir gravir les échelons. Bravo, félicitations. Tout de suite, nous allons retrouver le sage Haïté. Je suis sûre que la tâche ne sera pas facile pour lui parce que qu'est-ce qu'on peut encore dire à Hippo? Mais il va quand même trouver les mots. C'est parti.